Vous êtes toujours sur Mediapart, c'est l'heure du retour sur nos enquêtes. Alors le principe c'est simple, c'est revenir avec la rédaction de Mediapart et des invités sur un sujet d'actualité. Cette fois-ci, on a choisi de parler de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Mittal. Quand on dit ça en ce moment, tout le monde comprend. Ça se passe en Lorraine, à Florange. Le groupe ArcelorMittal, numéro 1 mondial de l'acier, a décidé depuis des mois et des mois en fait, de fermer ses hauts fourneaux qui emploient 600 salariés. Pendant la campagne présidentielle, François Hollande s'était engagé à trouver une solution, voire un repreneur. Alors, ces dernières semaines, il y a eu toute cette polémique au sujet d'une éventuelle nationalisation du site. Nationalisation qui finalement ne s'est pas faite. Ça a provoqué une crise à l'intérieur du gouvernement. On va en reparler. Tout ça pour arriver à un accord que beaucoup jugent aujourd'hui bancal. Les salariés crient en tout cas à la trahison. Alors, on va reparler de tout ça ce soir avec deux journalistes de la rédaction. Martine Orange, journaliste économique à Mediapart, Rachida El Azouzi, bonsoir, qui s'occupe du social, et puis deux invités, Jean Mangin, délégué, bonsoir, délégué syndical CGT à Florange, donc, et Laurent Comaille, bonsoir, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous êtes aussi spécialiste de l'histoire des entreprises, ce qui va avoir son utilité dans ce débat. Voilà, merci d'être là tous les deux. On va peut-être commencer par quelque chose de très concret. En fait, Rachida, il y a 48 heures, vous étiez encore à Florange. Quelle est la situation là, sur le terrain après ces semaines quand même très mouvementées ? Alors dans ce bout de la Lorraine industrielle qui n'en finit pas de mourir, j'ai déambulé tout au long des vallées, donc à savoir la vallée de la Funch et la vallée de l'Orne, qui aujourd'hui sont de véritables tombeaux de la sidérurgie française. Et il faut constater que la première chose, c'est la colère, l'exaspération et le sentiment effectivement d'avoir été trahi une deuxième fois par la gauche, puisque certains remontent dès les années 80, à l'époque Mitterrand, où il y avait déjà eu une trahison. Et puis trahison, voilà, il y a un véritable décrochage politique. Certains comparent Florange à Gandrange, c'est-à-dire il y avait eu des promesses de Nicolas Sarkozy, aucune promesse n'avait été tenue. Donc aujourd'hui, voilà, la vallée est effectivement en déclin, sinistrée, le chômage bat des records. Et donc on ne croit plus du tout, ni même au redémarrage des hauts fourneaux de Florange, et encore moins à l'action du politique. Alors justement, on a parlé tout à l'heure un peu de l'accord qui avait été signé, en tout cas qui avait été présenté par Jean-Marc Ayrault comme un accord arraché à Lakshmi-Mittal. En deux mots, il prévoit donc pas de plan social, des reclassements, un plan de départ volontaire, 180 millions d'euros je crois d'investissement sur 5 ans, et puis un projet qui s'appelle Ulcos éventuellement, qui est un projet de captage de CO2, de dioxyde de carbone, mais un projet qui n'est pas du tout concret pour l'instant et qui pourrait être fait éventuellement dans plusieurs années. Jean Mangin, moi j'ai envie de vous poser tout simplement la question, vous en pensez quoi de cet accord ? Tout d'abord, pour avoir été à Matignon, on parle d'un accord. On n'a eu aucun papier, je veux dire, l'accord on ne l'a pas vu. On en a débattu, mais l'accord, est-ce qu'il existe déjà ? Déjà, c'est un accord scélérat de parce qu'on se connaît de cet accord, puisque dedans, il n'y a rien. Pour nous, syndicalistes CGT, il n'y a rien, ça c'est sûr. Donc cet accord, est-ce qu'il a été signé ? On peut se poser la question. Parce qu'on n'a pas eu de document, c'est quand même quelque chose d'irrespectueux vis-à-vis des instances représentatives. Et nous, on représente les salariés, donc on estime que c'est un manque de respect vis-à-vis des salariés aussi. Donc voilà, la première question, c'est... est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il existe ? Bon, apparemment, il existe. Toujours est-il qu'on n'a toujours pas les documents, puisque dedans seraient paraphées les mesures sociales éventuelles dans le cadre de la négociation du comité de suivi. Donc nous, vous pensez bien que par rapport à ce qu'il y a dans cet accord, vous l'avez dit très bien, 180 millions d'euros d'investissement, mais il n'y a que 53 millions d'euros d'investissement stratégique. Quand on dit stratégique, c'est qui servent effectivement à des installations. Il y a 40 millions d'euros, grosso modo, sur les moteurs du train à chaud pour les grandes largeurs Usibor, qui est un produit noble, de qualité. Et puis, bon, voilà, on a vite fait le tour. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de ces investissements qui étaient déjà prévus, en fait. C'est prévu, c'est ce que Mittal, de toute façon, aurait été obligé d'injecter dans les installations pour de la maintenance ordinaire, préventive, pour la sécurité, de la maintenance exceptionnelle. Donc, pour nous, c'est peanuts, si je peux me permettre l'expression. Il faut savoir quand même que le rapport fort, qui est notre Bible, à nous, syndicalistes,
puisqu'il a quand même été commandité par le gouvernement. Donc c'est un rapport commandé par Arnaud Montebourg un peu avant l'été pour savoir quelle était la situation réelle du site. Pour voir si les organisations syndicales maîtrisaient bien le sujet. Il faut croire qu'on maîtrisait bien le sujet, puisqu'il reprend les analyses des différentes centrales syndicales, et en particulier la nôtre, et qui dit quand même que Mittal, il aurait fallu qu'il injecte entre 80 et 100 millions d'euros par an ces 5 dernières années. Il ne l'a pas fait. Et il dit que s'il mettrait entre 4 et 600 millions dans les 5 années qui viennent, ça permettrait de pouvoir redémarrer sur des bases saines et de pouvoir produire de l'acier de bonne qualité. Les compétences, on les a, donc les salariés, on les a. On est dans un environnement favorable à proximité quand même du Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. J'apprends rien à personne, je pense. Et puis on a des gros clients, Mercedes, Ford. Donc au jour d'aujourd'hui, vous pensez bien que cette décision, pour nous, elle est inacceptable. On la condamne et on va la combattre parce que on n'est pas fataliste, nous, à la CGT. On dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a encore à peu près 100 jours devant nous, grosso modo, pour la date fatidique du 30 mars. Qu'est-ce qui se passe le 30 mars ? Le 30 mars, c'est que la décision sera prise éventuellement s'ils ne le font pas avant, parce que vous savez que Mittal, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Hein. Mais ils vont arrêter les coupeurs. Les coupeurs, c'est des... Je schématise un peu, mais c'est des gros fours qui envoient de l'air chaud dans les hauts fourneaux, ce qui permet de maîtriser, enfin que les briques réfractaires tiennent autour du haut fourneau. Et s'ils arrêtent ces gros fours, le choc thermique fera que les briques vont tomber et puis les hauts fourneaux seront morts, quoi. D'accord. Laurent Commaille, vous connaissez très bien l'histoire des entreprises là-bas, l'histoire de la Lorraine, l'histoire ouvrière. Ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois en fait, ça rappelle, Rachida l'a dit tout à l'heure, elle a parlé des années 80, elle a parlé de cette époque-là. On revit la même chose ? On revit la même chose, c'est-à-dire qu'on a le sentiment un petit peu de la trahison, c'est vrai, par rapport à ce qui s'était passé au début des années 80. C'est parce que il faut se souvenir qu'il y a eu le choc de 1978-79, le plan Barre, et la mobilisation autour de Longwy, essentiellement, qui avait été au cœur des luttes ouvrières à ce moment-là. Et l'engagement des candidats de la gauche, à l'époque on était encore dans plus ou moins la rupture du programme commun, puis une réconciliation, il y avait disons l'enjeu de 81 qui se profilait, et les candidats de la gauche à cette époque avaient défendu l'idée de la pérennité de l'outil, de la pérennité des hauts fourneaux, et il y avait ce sentiment d'invulnérabilité de la sidérurgie à l'époque. Les gens ne pouvaient pas imaginer que ça allait pouvoir s'arrêter. On était là au pied de ces hauts fourneaux, moi je m'en souviens. Il faut dire que c'est énorme, quoi. Quand on va... Oui, c'est énorme, c'est impressionnant. Ouais. Vous étiez dans la vallée de l'Orne ou dans la vallée de la Fench, il y a tout qui tremblait, on entendait le souffle de l'acierie, on ne pouvait pas imaginer que ça allait s'arrêter. Et puis il y a eu la fin de la nationalisation, parce que la nationalisation elle a commencé d'une manière larvée sous Barre, puisque à ce moment-là, la sidérurgie, enfin disons le patronat de la sidérurgie avait endetté la sidérurgie à hauteur de on était à 110-116% d'endettement, et la sidérurgie était complètement asphyxiée. Et donc ce que l'État a fait à ce moment-là, parce que l'État avait avancé de l'argent énormément à la sidérurgie, avait converti les dettes de la sidérurgie en prise de participation au capital, dans le capital de la sidérurgie. C'est comme ça que la nationalisation s'est faite de façon larvée. Et est arrivé 81, la nationalisation, c'est Drouin de Moyeuvre qui avait fait le rapport pour l'Assemblée nationale sur la nécessité de la nationalisation. On nationalise la sidérurgie. Bon, on a l'impression que ça va durer. Et puis est arrivé, disons, le revirement politique de 83-84, le changement complet de politique économique, le tournant de la rigueur. Laurent Fabius, la crise de Creuse-Loire, moi je pense que la crise de Creuse-Loire a été un marqueur essentiel de l'histoire économique de la France de la fin du XXe siècle. Et c'est Laurent Fabius qui dit que l'État n'a plus vocation à aider les canards boiteux de l'économie. Et c'est la restructuration de la sidérurgie. Et là, on ferme, les usines disparaissent. Vous allez aujourd'hui dans la vallée de la Moselle, la vallée de l'Orne, la vallée de la Fench, et vous voyez ces endroits où il n'y a plus rien, quoi. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était l'usine d'Agondange, parce que c'était... Agondange, c'est juste à côté. C'est juste à côté. On est là au confluent de l'Orne et de la Moselle. Et l'usine d'Agondange, c'était quelque chose d'énorme. C'était énorme. C'était impressionnant. Et l'idée qu'Agondange allait disparaître, bon non, ça ne pouvait pas être possible. Et puis, il n'y a plus rien. C'est un parc d'attractions. Voilà, on a fait un parc d'attractions. Ça a été les Schtroumpfs. Maintenant, c'est Bois-Alligator, mais c'est un parc d'attractions. Enfin, pas sur tout le site. Mais enfin, c'est quand même significatif. Hein.
Et donc, on a l'impression, à nouveau aujourd'hui, d'avoir eu des promesses, d'avoir eu un soutien. Je pense que le soutien est important dans l'esprit des gens, hein, de sentir un soutien, et puis, l'impression que ça s'évapore. Mais je voudrais dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, du point de vue de l'histoire économique. Peut-être dans le sentiment, hein, le ressenti. L'affect, le ressenti, on est d'accord. Mais en ce qui concerne l'histoire économique, on n'est plus du tout dans les mêmes règles. Et c'est ça qui est très grave. C'est-à-dire que entre 79 et 84, on est encore dans les cadres où l'État joue un rôle important dans l'économie, peut piloter l'économie. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on a complètement reculé dans ce domaine-là. Et là, si vous voulez, du point de vue de l'histoire des entreprises, il y a un moment essentiel, qui est, d'une part, la restructuration de la sidérurgie avec Francis Mers ou Usinor, et on a dégagé, disons, au début des années 90, des difficultés qu'on avait auparavant, une sidérurgie conquérante, active, rentable. Vous regardez les chiffres. Usinor va dégager du bénéfice. Usinor va arriver à dégager du bénéfice. Et puis, c'est la privatisation de 95. Bon. On est dans un autre monde déjà, hein, on est dans un autre monde. Mais la privatisation d'alors, elle s'est faite, disons, un peu sur le modèle allemand. Par exemple, les gens comme Balladur ou même Bérégovoy, avant, voulaient un peu s'inspirer du modèle allemand, c'est-à-dire une privatisation, mais avec des institutionnels. C'est-à-dire des banques, des grosses entreprises, etc., qui prenaient des parts du capital et qui faisaient ainsi un peu un blocage. Et qui pouvaient entrer dans une logique industrielle. C'est ça qui est important aussi. Et on a ensuite passé à Arcelor. Voilà. Quand on était dans le modèle privatisation d'Usinor, on avait à ce moment-là 20% de capital flottant, c'est-à-dire ce qui était sur le marché boursier. Et donc ça s'écroule avec 80% du capital était contrôlé. Et on passe à Arcelor. Deux choses qui sont importantes. D'une part, c'est que Arcelor, c'est plus une société de droit français. Et ça, les gens ne le comprenaient pas en France. Quand il y a eu l'OPA sur Mittal. Mais que fait notre gouvernement? Que fait l'État? L'État ne peut plus rien faire. Arcelor est une société de droit luxembourgeois. Et le capital flottant est monté au moment où Mittal fait son OPA à 80% du capital. Alors pour resituer juste, parce qu'on avait ce groupe Arcelor qui était donc une espèce de groupe européen, on va dire, de l'acier. Oui, on peut dire entre les Espagnols, la Seralia et puis l'Arbed luxembourgeois. Voilà. Il y avait une sorte de consortium européen, une société européenne, on peut appeler ça une société européenne, Arcelor, qui, au moment où on arrive vers l'OPA de Mittal, était devenue, en 2006, l'OPA une entreprise très dynamique et très active. Moi, je me souviens avoir suivi un petit peu la politique de Dolé, à ce moment-là, qui était le patron d'Arcelor. Il lançait des têtes de pont au Brésil et on avait l'impression que la sidérurgie avait encore bien de l'avenir dans le coin. Alors tout ça, on va en reparler. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure avec Martine Orange sur justement qu'est-ce qu'est ce groupe Mittal, hein, cette espèce d'énorme groupe. Mais d'abord, moi, je voudrais justement avec Martine, on a commencé à parler un petit peu de la nationalisation là. Est-ce que, une question bête, je pense que plein de gens se posent, est-ce que cette nationalisation dont on nous a parlé pendant 15 jours, on va dire à peu près, il y a quelques temps, là, est-ce qu'elle était vraiment évoquée? Est-ce qu'elle a vraiment été... est-ce que le gouvernement était prêt à la faire? Ou est-ce que, de votre point de vue, ça, finalement, c'était juste comme ça, une promesse? Non, mais l'idée de la nationalisation, elle existait. Et elle existait même avant le gouvernement de gauche, puisque... François Baron a reconnu que quand il était au ministre des Finances, il avait aussi de Nicolas Sarkozy, il avait aussi travaillé sur un scénario de nationalisation. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, quand Arnaud Montebourg arrive à Bercy, je veux dire, il y a des travaux préparatoires déjà qui ont été engagés. Manifestement, il n'arrive pas en terrain nu, quoi. Il existe déjà des travaux et qu'il poursuit puisque c'est une idée qui circule. Alors,
Après, se pose le problème, c'est qu'ils cherchent un repreneur, mais pour cela, il fallait que Mittal accepte de vendre l'ensemble du site de Florange. Oui. Et parce on parle toujours des hauts fourneaux, mais la partie à froid, et ça, monsieur en parlera beaucoup mieux que moi, il est extrêmement rentable, parce que c'est là où il y a des aciers les plus haute valeur ajoutée d'Arcelor, où c'est là où, bon, il y a 30 ans de recherche derrière qui avait été faite par l'ERCID et puis le centre de Metz maintenant sur les aciers automobiles, sur les aciers de l'électroménager, sur le zingage, enfin c'est des aciers extrêmement fins. Usinor puis Arcelor étaient les leaders mondiaux et sont toujours, je pense, dans un certain sur les technologies de l'acier de très haute valeur ajoutée. Et là-dessus, c'est un site extrêmement rentable. Sauf que si Mittal ne veut pas vendre l'aval avec l'amont, il n'y a pas un repreneur possible. D'où l'idée de nationaliser le tout complètement. Lui, il voulait garder la partie dont il voulait la plus profitable, et lâcher le haut fourneau. C'est le schéma qu'il est en train d'imposer. Et là-dessus, il y avait une possibilité de nationaliser. Il y avait, quand on dit le schéma de reprise qui n'était pas solide, faut arrêter parce que Serein, c'était quand même l'ancien directeur de Florange. Severstahl, il est juste quand même le 17e sidérurgiste mondial. Il connaît très très bien Arcelor puisqu'ils avaient commencé à travailler ensemble dès 1995 sur justement, il y avait des accords de coopération qui étaient noués, en sachant en plus qu'au moment où on construit des usines automobiles, maintenant tous les grands groupes européens vont construire des usines automobiles en Russie, ils ont besoin de fournisseurs d'acier de haute qualité, et donc Florange, Severstahl, ça l'intéresse beaucoup parce qu'il y a tout ce savoir-faire énorme sur Florange qu'il peut emmener derrière en Russie et faire travailler Florange en mec. Et donc, c'était des gens qui sont dans l'acier depuis 30 ans, quoi, qui connaissent tout de l'acier. Donc c'était pas des gens donc tout était possible. Il y a eu une seule chose, et la peur politique, elle est là, c'est que le Premier ministre s'est dit, si je nationalise Florange, on va demain me demander de nationaliser tous les sites en difficulté, des Poulets Doux, en passant par le site de, je sais pas, enfin, des catastrophes sociales, on en a une tous les jours, quoi, en ce moment. Et donc, c'est là... Je pense que c'est cette peur-là aussi qui a pesé sur sa décision. Oui, mais alors ça a déclenché une crise gouvernementale. Ah, une crise gouvernementale, parce que je veux dire, la volte-face a été immédiate, avec en plus une mauvaise foi politique immense, quoi. Justement, Jean Mangin, vous avez assisté à la réunion interministérielle à Matignon. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Écoutez, si ce n'était pas aussi sérieux, ça en serait risible, mais malheureusement, je dirais que pour moi, syndicaliste, ça a été une grosse mascarade. Et je le disais au catimini tout à l'heure, c'est que même si on filme cette scène, on ne met pas de sang, les personnes qui vont regarder cette scène, elles vont très bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'en face de vous, vous avez quand même M. Hérault, M. Sapin, Moscovici, Montebourg, qui est transparent comme la feuille qu'il a devant lui. Je veux dire que c'est des gens qui vous serrent la main, vous avez l'impression de serrer un beefsteak, si je peux me permettre l'expression. Puis c'est des gens, la main est moite, la tête est baissée. Et ensuite, il y a un débat qui dure quand même plus de 2 heures. Et au bout de 2 heures, je suis obligé de prendre la parole et puis quand même j'irais presque de vider mon sac parce que bon, j'ai ce sentiment encore maintenant de frustration parce que, comment je peux expliquer ça, c'est qu'on se fait rouler dans la farine. C'est comment votre prénom, je ne me rappelle plus. Martine disait tout à l'heure, Hérault, il justifie sa décision parce qu'il dit si je nationalise Florange, je suis obligé de nationaliser les autres. Il ne faut pas oublier que c'était d'abord une nationalisation temporaire.
Donc je pense que ça, c'est important de le dire. C'était à échéance 12 mois, et ensuite, il y avait un duo de repreneurs quand même potentiel qui était susceptible de reprendre. Donc c'est quand même un élément qu'il faut que les gens qui nous regardent sachent, comprennent. Ça, c'est la première des choses. Et puis pour en revenir à cette réunion, je veux dire que M. Hérault, à un moment donné, je lui ai dit, parce que j'avais lu dans la presse le matin en revenant en TGV, j'avais lu que Montebourg, c'est le flibustier du gouvernement. Alors j'ai dit, vous auriez peut-être dû avoir plusieurs flibustiers dans votre gouvernement, vous n'auriez peut-être pas pris cette décision qui est quand même dramatique pour les salariés lorrains. Et M. Hérault, tout calmement, il me répond, mais M. Mangin, j'ai pris la décision au plus court. Mais ça, c'est dramatique d'avoir une réponse d'un Premier ministre qui vous donne une réponse au plus court, alors que nous, ça fait 18 mois qu'on est dans la lutte, quoi, pour essayer de sauver nos emplois. Donc ça je pense que c'est, en termes de réponse, c'est quelque chose de presque d'irresponsable, parce que, et puis il y a une autre anecdote qui me revient, il faut que vous sachiez quand même, c'est que M. Hérault, il était comme les gosses, vous savez, quand on commence, on n'arrive pas à parler, il avait noté tout ce qu'il avait à dire et il tournait les pages, quoi, pour pas être dans l'improvisation, parce qu'il savait que chaque mot qu'il disait, ça allait être peut-être déformé, amplifié, j'en sais rien, et on le voyait, il tremblait un peu, j'exagère rien, moi je l'ai vécu, donc je veux dire que quand je suis ressorti de ces réunions, on s'attendait à rien, nous la CGT, on pensait bien qu'on savait bien qu'est-ce qu'il allait nous dire, plus ou moins, mais je veux dire, quand on voyait cette approximation, cette façon de faire, cette gêne, la seule intervention qu'il y a eu des ministres, je m'en rappelle, c'est que M. Moscovici a dit, nous, ministres, on est là pour appuyer la décision du Premier ministre, on le soutient. En 2 heures de temps, c'est tout ce qu'il a dit, ce monsieur-là. Et les autres, pratiquement autant, quoi. Il y a eu très peu d'interventions des ministres. Puis vous aviez plein de conseillers, là, une quinzaine de conseillers. Bon, moi, je ne suis pas un habitué de ce genre de réunion, mais ils étaient tous là avec leur petit papier, ils notaient quelque chose, ils le pliaient, puis ils allaient le donner. Bon, ils sont payés pour ça, vous me direz, mais quand on n'a pas l'habitude, qu'on voit ce balai, puis qu'en fin de compte, on vous annonce un truc aussi effroyable que ça, c'est que l'espoir que les salariés Laura, ils avaient, et quand vous annoncez ça brut de décoffrage, et sans aucune, je veux dire que je crois même qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas convaincus de ce qu'ils allaient nous dire à nous. Alors ça c'est intéressant parce que justement Martine, vous avez fait un papier il y a une dizaine de jours sur Mediapart qui s'appelle ArcelorMittal, l'étonnante ressemblance entre l'accord de Florange et celui de Liège. Ça veut dire qu'en fait l'accord dont on parle à l'instant, finalement, qu'on nous présente comme ayant été justement arraché dans une négociation avec Lakshmi Mittal, le patron de Mittal, dont la nationalisation temporaire était peut-être un petit peu la menace justement dans cet accord. Vous avez regardé un petit peu ce qui s'était passé en Belgique. Eh ben oui, puisque c'est 2 cas parallèles, c'est-à-dire que quand Mittal arrive, il promet, au moment de l'OPA, il promet de ne pas fermer les hauts fourneaux de Liège et de Charleroi et de ne pas fermer les hauts fourneaux de Lorraine. Au même moment, retournement du cycle d'acier, on parlera après des difficultés financières de Mittal, et donc il décide, il inverse complètement les choses et dit je ferme tout. Et donc là-dessus, la décision du haut fourneau de Charleroi a été prise, le haut fourneau a été arrêté dès 2011. Et donc, il décide après d'arrêter Florange. Les syndicats d'Arcelor Belgique, ex-Cockerill Sambre, ça nous ramène très très loin, ont négocié, donc les syndicats wallons ont négocié un plan social. Et finalement, quand on regarde, c'est à peu près les mêmes engagements sur pas de licenciement brut, des reclassements sociaux, quelques investissements sur les sites en aval et de maintenance et d'équipement. Finalement, c'est exact. On se dit à la fin, le gouvernement français, qu'a-t-il obtenu de plus que les syndicats wallons? Moi, je n'ai pas vu la différence, mais peut-être que vous l'avez vu. Non, je n'ai pas vu la différence, mais je voudrais rebondir sur un peu autre chose, si vous me permettez. Parce que M. Mittal, il veut nous enlever notre boulot, et il nous donne tellement de boulot que je suis obligé de noter tout ce qu'il a gratté au gouvernement. C'est pour ça que j'ai une petite fiche devant moi. Ouais. Hein, et je peux vous dire quand même que Mittal, c'est d'abord la profitabilité, c'est nos limites, quoi. Le curseur, on a essayé de savoir à quel machin il allait le régler. On ne sait pas. Mittal, c'est quand même un endettement de 18 milliards d'euros. Il faut le rappeler, c'est important. Ouais. On en parlera tout à l'heure, on va parler justement du groupe ArcelorMittal. Je voulais quand même sortir quelques chiffres parce que c'est important. Les quotas de CO2, il a gratté, permettez-moi l'expression, 2 milliards d'euros quoi, ces derniers temps. Les crédits d'impôt, il va encore avoir 10 millions d'euros de crédits d'impôt pour le pacte de compétitivité. Qui vient d'être voté par les députés. Ouais. C'est quand même ahurissant, quoi.
Après, D'ailleurs, des députés ont parlé de chèque Mittal. ouais, ouais. Mittal, c'est 1,2 milliard d'euros qui ont été versés, de dividendes versés là pour 2012. Imaginez Aux actionnaires. le truc, quoi. Aux actionnaires. C'est l'APLD. L'APLD, c'est l'allocation de chômage complémentaire qu'on verse aux salariés pour atteindre 92% du net. C'est 1 milliard d'euros par trimestre. C'est le chômage partiel, en fait. Chômage partiel. Hein. Donc Et il perçoit après, de l'argent de l'État. C'est voilà. ça, pour le Après, c'est la formation. Il faut savoir qu'ils récupèrent encore de l'argent sur les formations des gens. Pendant qu'on était à l'arrêt, ils ont été se former, ils récupèrent encore de l'argent là-dessus. L'impôt qui paye substantiel, je ne sais pas, on n'arrive pas à savoir comme c'est quelque chose de substantiel. Donc quand on accumule tout ça, on voit bien que Mittal, il prend un max de ce qu'on peut lui donner, et en retour, qu'est-ce qu'il fait? C'est une casse sociale et industrielle. Alors vous comprendrez qu'au jour d'aujourd'hui, on va pas rester dans les deux pieds dans le même sabot. Et on va continuer la lutte parce qu'en toute façon, on a plus que ça. On n'a plus que ça. Notre dignité, notre fierté, notre orgueil, je dirais. Donc voilà, aujourd'hui, on est un peu dans cet état d'esprit de révolte. Moi, je suis sorti encore plus révolté. Et je disais encore à M. Hérault, quand il m'a serré la paluche, si vous me permettez, il me dit bon courage. Je dis, M. Hérault, franchement, en off, je lui ai dit, vous avez honte de rien, quoi. Il a honte de rien, le mec. Donc je veux dire que voilà, on est remonté encore, c'est pire qu'avant pour la CGT. Les autres centrales syndicales, je pense que FO, elle est au même niveau que nous. Mais je veux dire que 2013, pour nous, on va démarrer comme on a fini 2012. Ce qui est clair, c'est qu'on va essayer un peu d'élargir ce qui se passe. Parce que ArcelorMittal, Florange, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour moi, salarié, la stratégie de Mittal, elle est claire. C'est qu'aujourd'hui, c'est la Lorraine. Mais à terme, lui, ce qu'il veut, c'est faire son acier en Inde. Donc, il nous a pris, il va peut-être nous bouffer là, la main, là, et il va vouloir prendre le reste du bras. Et le reste du bras, c'est faux, c'est Dunkerque. Et après, c'est l'Europe. Il faut pas. La stratégie Mittal, c'est ça. C'est profitabilité. Le mec qui ferait des cacahuètes, ça serait la même chose. C'est le pognon qui compte pour lui. Non, mais je le dis avec mon cœur, mais parce qu'on est tous convaincus, les centrales syndicales, quelles qu'elles soient au niveau de Florange, que c'est un financier. Le dire et le répéter, tout le monde le sait, mais c'est important parce qu'on voit bien que derrière, c'est tout pour sa pomme, quoi. Et quand on voit ces dernières interventions, moi, j'étais à la télé parce que c'est vraiment désolant qu'un PDG puisse avoir le genre d'argumentation qu'il a eu, la nationalisation, c'est un bond en arrière. Il envoie une lettre aux salariés pour essayer de les rassurer. Je veux dire que ça, pour nous syndicalistes, c'est une bonne chose parce qu'il commence à se justifier. Et ça veut dire que sa politique, elle n'est pas bonne vis-à-vis des salariés. Oui, voilà, justement, Laurent. Je voudrais dire quelque chose à propos justement de la profitabilité du capital, etc. Je ne veux pas innocenter l'Ashkemittal, mais on est aujourd'hui dans une logique mais ça, je devais dire quelque chose qui est un lieu commun, qui est une banalité. On est dans une logique qui est financière. Quand vous êtes dans de l'industrie, et notamment de l'industrie lourde, comme la sidérurgie, si vous arrivez à faire du 3% de rendement financier sur le capital investi, en monnaie constante, vous êtes content. Parce que vous êtes sur des investissements lourds, vous êtes sur la durée. Au fourneau, c'est pas quelque chose qu'on va construire comme ça en deux coups de cuillère à peau. On n'est pas dans les composants électroniques qu'on assemble, dans les usines tournevis. C'est du lourd. Et on est dans un milieu aujourd'hui économique où vous avez des financiers, ici ou là. Alors, est-ce que l'Ashkemittal est dans cette catégorie? Ça, c'est une question qu'on peut poser, mais qui veulent du 8%. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire pour dégager ce 8%? Eh bien, vous allez couper dans les actifs, vous allez sacrifier de la recherche-développement ou des choses comme ça. Bref, vous sacrifiez l'outil de production. Alors reste à savoir maintenant quelle est la position de l'Ashkemittal par rapport à ces situations. Est-ce que c'est une question importante que Jean-Mongin a posée là? Est-ce que c'est un industriel ou est-ce que c'est un financier? J'ai aucun doute. Puis juste un élément. Il faudrait que les choses soient claires. Si je peux me permettre, c'est que Mittal, quand il y a eu la fusion, il est parti à 3%, on est presque à 15% aujourd'hui de rentabilité. Alors on peut comprendre à la CGT que quelqu'un qui détient une entreprise, c'est comme nous, quand on met de l'argent à la banque, on veut un minimum de rentabilité. Le problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, lui, c'est non limite. Donc c'est arrêt d'installation, c'est supprimer des emplois, et il n'a pas de pitié, quoi. Le social, il ne connaît pas. C'est ça qui, nous, syndicalistes, nous tarabusque. Peut-être, Laurent Comay, sur l'aspect un peu politique de tout ça,
parce que c'est intéressant, historiquement, dire, il y a eu les années 80, et puis il y a eu Nicolas Sarkozy avec une autre usine pas très loin, voilà. Orange, Et oui. puis il y a maintenant cette affaire-là. On a l'impression que l'acier, la Lorraine, c'est un petit peu un écueil permanent pour les politiques. C'est un écueil permanent pour les politiques aussi parce que c'est un gros symbole. C'est un gros symbole. On a cette image de la sidérurgie qui est celle de la puissance, de l'industrie lourde, des fondements du fonctionnement économique. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même utile, l'acier, ça reste incontournable. Il ne faut pas essayer de nous faire croire qu'on n'a pas besoin d'acier. J'ai été choqué par la lecture du blog de M. Hugeux dans Le Monde, qui écrit, c'était il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez lu. Un banquier. C'est un C'est banquier. Monsieur Hugeux qui tient un blog sur le blog. Oui, voilà, c'est pour soi-disant démystifier la finance, Voilà. son blog. J'étais très choqué quand il nous dit mais aujourd'hui, le fourneau, c'est une technologie dépassée pour faire de l'acier. Non, je ne crois pas qu'on puisse faire de l'acier sans passer par le On fourneau. fait comment sinon? Alors, Oui, c'est ça. le fourneau... Il y a les aciers électriques, mais enfin c'est... Non, mais attendez. Les choses ne sont pas claires dans l'esprit des gens. C'est pour ça que je crois qu'il faut le dire. Du haut fourneau ne sort pas de l'acier. Hein, Monsieur Jean Mangin le sait bien, du haut fourneau sort de la fonte. Et après, on va faire de l'acier. Mais on ne peut pas ne pas passer par le haut fourneau. Alors, écrire des choses comme ça, c'est relativement irresponsable. On a besoin d'acier dans nos pays. Nous fabriquons... Et il le rappelait, des aciers de très haute technologie, vous aussi. On se souvient, bon, c'est pas chez Mittal, mais qu'à Florange, on va forger les rails du TGV. Et ça, le rail, c'est de la très très haute technologie. Hein. Quand vous confiez votre vie à un rail de TGV, il faut y penser. Non, c'est pas dépassé. Et c'est extrêmement important, et c'est un symbole, c'est très lourd. Nous sommes un vieux pays industriel. Nous sommes un des pays qui a fait sa révolution industrielle en même temps que l'Angleterre au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, la sidérurgie, il y en a partout en France. Il y en avait en Bretagne, il y en avait dans le Berry. La sidérurgie, il y en avait même à l'époque gauloise. On a un vieux passé sidérurgique et ça nous remue les tripes. C'est quelque chose qui est en nous. Et c'est pour ça que je pense que ce symbole est extrêmement fort, extrêmement parlant. Et qu'il peut y avoir effectivement une crispation autour de la sidérurgie, parce que la dimension politique rejoint le mythe, rejoint notre histoire, rejoint l'histoire industrielle. Et on ne peut pas faire l'économie de cette question-là. On ne peut pas l'évacuer comme ça. Alors bien entendu, et ça va être une épine dans le pied des politiques à différentes époques. Maintenant, ce qu'il faut voir, et c'est là où se pose la question du mensonge politique, parce que ce que Jean Mangin disait tout à l'heure, c'était un peu ça. C'est est-ce qu'on est dans le mensonge politique? Quelle est la part de possible, de vérité de la part du gouvernement face à une question de ce type? Aujourd'hui, il ne faut pas faire abstraction du contexte politique international. Nous sommes, quelque part, les pieds et les mains liés depuis 1995, d'ailleurs au moment de la privatisation d'Usinor, les pieds et les mains liés par les règles de l'OMC. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça, il faut le rappeler. L'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, qui n'est que l'ancienne OIC de 1947, que les Américains ont ressorti quand il y a eu l'effondrement du bloc soviétique. Bon. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu faire autrement. J'ajouterais quand même Oui. que les Américains, quand ils veulent protéger leur sidérurgie, sont les premiers à fait. frapper de droit Mais- de douane à 92% les aciers importés, qu'ils soient chinois, européens, etc. Et qu'ils ne cèdent pas du tout Je suis d'accord avec ça. sur leur sidérurgie américaine, parce qu'ils considèrent, même s'il y a eu des besoins de restructuration, s'il y a encore beaucoup de problèmes de restructuration à l'intérieur de la sidérurgie américaine, ils considèrent que c'est un actif et c'est un savoir-faire indispensable pour leur puissance Tout à fait industrielle. d'accord. pourquoi on fait pas ça? Les règles de Pourquoi on l'OMC fait pas ça sont un profil variable. Parce que l'Europe l'interdit. Voilà, nous sommes en réalité, les accords de l'OMC interdisent l'injection de fonds publics dans les entreprises. Oui, mais elles interdisent les droits de douane aussi. En cas d'échange inégal. Et d'ailleurs, ce n'est pas la France en tant qu'État qui a signé les accords de l'OMC, mais l'Union européenne. Et ça s'applique au niveau européen et la Commission de Bruxelles y veille. C'est-à-dire que là, on est sur un écueil quand même économique extrêmement grave. C'est-à-dire que le gouvernement peut nationaliser, mais pour une phase tampon. En attendant de transition, en attendant de trouver un repreneur, et ne peut pas vraiment injecter de l'argent dans l'outil. C'est ça qui est grave. Si vous me permettez, là, Ou alors il faudrait un coup politique extrêmement fort. Est-ce que... Oui, Excuse-moi. vas-y. Laurent parle de nationalisation. Monsieur Hérault disait que quand il a fait au plus court,
Et il disait que si on devait exproprier les terrains et tout, juridiquement, ça prendrait du temps, ça devrait passer par éventuellement le Conseil constitutionnel et tout ça. Mais au-delà de tout ça, nous, la CGT, on pense que c'est une décision politique. Pourquoi? Parce que d'un côté, ça serait un mauvais signal envoyé aux investisseurs privés qui voudraient venir en France. Hein, on récolte si on commence à nationaliser. Et puis un deuxième message défavorable vis-à-vis des Français, parce qu'ils mettent en évidence qu'il n'y a pas de plan social. Alors s'il y a une manipulation intellectuelle dans ce qui est dit, c'est bien ça. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre que quand on arrête une installation, si vous avez 500 personnes sur une installation, vous les déplacez. Là où on travaille, c'est-à-dire à l'agglomération et au fourneau la série, c'est des emplois de production. Je veux dire, il n'y aura plus personne là. Donc c'est 500 fiches de paye qui vont disparaître. Et les sous-traitants. Et il y a les sous-traitants, les intérimaires, vous faites bien de le souligner. Mais donc il faut multiplier ça par 3. Donc c'est là qu'on voit la manipulation intellectuelle. Je veux dire que ça, il faut le dénoncer. Parce qu'il nous a dit, Hérault, il y a beaucoup de sociétés qui aimeraient qu'on leur dise qu'il n'y a pas de PSE. Mais chez nous, c'est un PSE camouflé. C'est un plan social camouflé. Plan social camouflé. Donc c'est ça qui est grave. C'est tout ça qu'on n'accepte pas. C'est que Mittal nous ment et le gouvernement nous ment. Comprenez ça, c'est important de le dire aussi. Rachida. L'état de santé sociale de la Lorraine, qui depuis des décennies perd des milliers d'emplois, et notamment dans l'industrie, où le taux de chômage est à plus de 10% et n'en finit pas de battre des records et de monter. Et puis, rappelez une chose, vous êtes bien d'ailleurs concerné puisque votre fils était un ancien de Gandrange. Et Gandrange, c'est cette usine que Nicolas Sarkozy avait dit, je vais vous trouver un repreneur. Le premier grand échec du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça a été cette usine Gandrange, qui aujourd'hui est une ville à l'abandon, fantôme presque. Et donc les 571 salariés ont tous été recasés, notamment. Plus ou moins. Il y en a quelques-uns sur la touche. Bon, le mien, il a eu, on va dire, la chance, entre parenthèses, d'être aujourd'hui au Luxembourg, qui est un peu, je dirais, un peu un Eldorado, mais qui... Parce que c'est juste de l'autre côté de la frontière. C'est juste de l'autre côté, ça a une vingtaine de kilomètres, mais ça cache la misère, on va dire, de ce qui se passe dans la région Lorraine, hein, et plus particulièrement dans ce bassin d'emploi. Je voudrais ajouter quelque chose qui rajoute aussi et qui explique la désespérance qu'il peut y avoir en Lorraine. C'est-à-dire que, comme vous rappeliez, il y a 30 ans de plan social derrière. L'État, on ne peut pas dire au début, a mis énormément d'argent pour aider à relancer une économie en Lorraine. Usinor a mis énormément d'argent et a mis beaucoup de moyens à l'époque où il était nationalisé pour requalifier les gens, essayer de recréer des microstructures, des petites sociétés, etc. Or, il se trouve que malgré tous ces efforts, ça n'a pas pris, quoi. Je veux dire, il y a une nouvelle économie n'a pas ressurgi derrière pour prendre le relais, puisqu'on nous fait toujours la démonstration du fameux destruction compétitive et qui permet créatrice et qui permet de Schumpeter et qui permet après de faire renaître d'autres activités, et là. Comme disait Rachida, il y a les Schtroumpfs ou le parc d'attractions. C'est-à-dire que c'est pas ça qui donne de l'emploi. Il n'y a pas de vraie économie, pas de nouvelles technologies. Enfin, je veux dire, c'est parce que tout s'est asséché en même temps et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire renaître. D'où la désespérance, parce que les gens ne croient plus maintenant, au bout de 30 ans d'expérience, que derrière, quelque chose de neuf peut revivre. Il y a aussi le fait que quand la sidérurgie était au fait de sa puissance, les maîtres de forge à l'époque ont fait le vide autour d'eux. Ils ont fait le vide. Et on était dans la mono-activité, c'est-à-dire il y avait les mines de fer. Les mines de fer étaient sur le revers des côtes de Moselle et c'était des cités ouvrières minières avec rien à côté, mais un peu comme dans le Nord avec le charbon, hein, du côté de Valenciennes, etc. Et puis il y avait les vallées usinières, comme pour reprendre l'expression d'un écrivain de la région, les vallées usinières avec ces usines les unes derrière les autres dans les vallées. Et puis il n'y avait rien d'autre. Il y avait quelques sous-traitants qui étaient liés à la sidérurgie, et généralement d'ailleurs des filiales des sociétés sidérurgiques, et pensent à s'arrêter là. C'est-à-dire que la transformation, à l'époque, la transformation de l'acier, la valeur ajoutée, elle était ailleurs. Et les maîtres de forge n'ont pas cherché pendant des décennies à développer d'autres activités. Et peut-être aussi
il faut, disons, partager les responsabilités. Peut-être aussi qu'il y a eu un état d'esprit en France, au sommet, dans un pays très centralisé, d'exploitation d'une zone sans chercher à faire autre chose, que faire ailleurs. Ça tombe bien. Chercher à faire autre chose, à développer cette zone. Et n'oublions pas notre passé militaire. N'oublions pas notre passé militaire qui a joué. Mon ancien maître à l'université, François Rethel, avait bien montré le rôle de la défense, le rôle de l'armée dans une marche, dans une zone frontière. Et le fait est que l'État n'a pas encouragé non plus des activités à haute valeur ajoutée dans une zone qui était menacée, qui était aux frontières du pays. Tout ça s'est combiné pour qu'au jour où la sidérurgie s'est effondrée, on se retrouve sans possibilité de véritable relance. Les gens sont là, mais les gens, ils étaient essentiellement prisonniers de la sidérurgie. Je voudrais rebondir sur quand même un mensonge, c'est quand on dit on n'a plus besoin de sidérurgie. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on consomme 20 millions de tonnes d'acier. On en produit 16. Il faut savoir que dans le monde, aujourd'hui, on produit 1,4 milliard de tonnes d'acier. Et d'ici à quelques années, il en faudra 2 milliards. Donc aujourd'hui... Parce que les pays développés construisent... Oui, voilà. Parce que donc aujourd'hui, la sidérurgie lorraine, elle a toute sa place en France pour pouvoir encore faire de l'acier. Encore faut-il que M. Mittal il fasse la répartition d'un côté des richesses. On en a parlé, ce n'est pas le cas. Mais il faut aussi qu'il fasse la répartition des commandes. Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a pu analyser, nous, syndicalistes, c'est que s'il charge ces 3 entités à 70%, il arrive à avoir des frais fixes qui sont certainement moins bons que ceux qu'il a actuellement. Ouais. Mais toujours est-il qu'il y a du boulot pour tout le monde. Donc c'est vraiment une philosophie, et c'est là que malheureusement, on rejoint un peu ce qui a été dit avant, c'est qu'on est vraiment dans un système financier, et que c'est cette bulle-là, quelque part, qu'il faut casser. On a suggéré à M. Hérault qu'il fasse aussi un cas de jurisprudence, parce que si par bonheur on arrivait à nos fins, et que ce cas Florange il soit traité, ça serait quand même une jurisprudence. On aurait crevé un peu cet abcès, et puis on pourrait éventuellement voir comment dans d'autres sociétés, on peut ne pas parler que d'argent, et parler un peu d'humain, de conditions de travail, de salaire, de pouvoir d'achat, de croissance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez que le pays redémarre, c'est pas qu'on ait plus de chômeurs. Il faut qu'il y ait des emplois, que les gens ils gagnent de l'argent, qu'il y ait un pouvoir d'achat, et là il y aura de la croissance. Donc c'est le b.a.-ba. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'il y ait un gouvernement qui ne fasse pas preuve, et j'assume mes propos, parce que c'est important de le dire, qui ne fasse pas preuve de lâcheté politique. Aujourd'hui, c'est de la lâcheté politique. Je veux dire qu'on a un gouvernement, pour nous, la CGT, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas de gauche. Il n'est pas de gauche. Nous, je dirais que c'est un gouvernement actuel, qui nous démontre que ce soit un gouvernement de gauche, et qui réfléchisse, et qui reviennent sur cette décision qui n'est pas irréversible. Monsieur Hérault, il est comme tout le monde, il a le droit de faire des erreurs. Donc moi, au nom de la CGT, au nom des centrales syndicales, au nom des salariés lorrains, et ça a déjà été demandé très solennellement, Édouard l'a fait, Édouard Martin, nous, on lui demande de revenir en arrière, parce que sa décision, elle est plus politique qu'industrielle. Il n'y a aucune cohérence industrielle dans la décision du gouvernement. Je dis, il en va de l'emploi de milliers de personnes dans le bassin lorrain. Rachida. C'était un petit message. Simplement, comme vous parlez de la gauche, Jean Mangin, cette semaine vous avez reçu à Florange la visite de Pierre Laurent, le secrétaire du Parti communiste, Olivier Besancenot pour le NPA, et enfin Jean-Luc Mélenchon. L'extrême gauche a-t-elle un boulevard à Florange? Qu'attendez-vous Écoutez, l'extrême gauche a un boulevard à Florange, je ne sais pas, mais ce que nous, on peut vous dire, c'est qu'on nous taxe de récupération politique. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on accepte tous les soutiens, de quel ordre qu'ils soient, c'est-à-dire, mis à part les partis qui n'ont pas la philosophie CGT, qui ne sont pas contre l'exclusion, des choses comme ça, vous m'aurez compris. Donc, je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est élargir la question de Florange, mais surtout de l'avenir industriel en France. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est unifier ce mouvement, mais bien au-delà de Florange. C'est d'aller, pourquoi pas, dans des entreprises extérieures, style PSA, Sanofi, l'Éléphant, et des petites et moyennes entreprises qui sont vraiment dans la difficulté pour faire ce rapport, pour constituer ce rapport de force, parce qu'on a très bien compris que malheureusement, le gouvernement, il ne comprend que le rapport de force.
Et pour exemple, j'ai plus trop la date en tête, mais il a fallu des milliers et des milliers de gens dans la rue pour le CPE, pour qu'il y ait des décisions qui soient irréfléchies et qui deviennent réfléchies. Donc nous, ça va être un peu tout le travail qu'on va avoir jusqu'au 30 mars pour convaincre les citoyens, les salariés de Florange, parce que c'est les premiers concernés, mais les salariés de Fos et Dunkerque, parce que là où ils sentent en ce moment, on a des contacts, ils sentent cette inquiétude qui monte, et ils savent très bien que, vous savez, une fois dans le troupeau, quand on a bouffé, quand on est venu, on a mangé une bête, les autres derrière, ils ont peur. Là, c'est pareil. Je caricature un peu, mais c'est ça. Aujourd'hui, la sidérurgie française, elle est en danger, mais la sidérurgie européenne, elle est en danger. C'est bien pour ça qu'on a des contacts avec les Belges et Luxembourgeois et que Montebourg avait travaillé dans ce sens. Alors, vous savez, j'ai critiqué le gouvernement, mais Montebourg, je ne pense pas qu'il a fait l'acteur dans cette affaire-là. Il a certainement, à un moment donné, servi de fusible, manipulé, je ne sais pas. Il a peut-être attiré l'attention. On ne sait plus trop quel rôle lui donner, franchement, parce que... moi, on est dedans, à CGT, on était dedans, on a bien suivi. Mais je pense sérieusement qu'il a mouillé la chemise, qu'il croyait à cette nationalisation. Et malheureusement, l'étage au-dessus, on a tous des chefs. Et malheureusement, ils ont tranché en notre défaveur, si je peux m'exprimer comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on reste déterminés. Et malgré que certaines centrales syndicales, ils vont, j'irai entre parenthèses, je mesure mes propos parce que c'est pas facile de prendre ces décisions, mais c'est cautionner le démantèlement quand même de la sidérurgie. Aller dans ce genre de réunion de comité de suivi, c'est quand même dire ok, on n'a pas ce qu'on voulait, mais bon, on a un petit truc et puis voilà, on négocie. Non, je pense que franchement, il n'y a rien à négocier, quoi. Alors peut-être pour terminer, quelques minutes, Martine, vous avez publié plusieurs enquêtes ces derniers jours sur finalement ce qu'est le groupe Mittal. Il y en a deux, notamment le 1er décembre, donc ArcelorMittal, l'échec du modèle Goldman Sachs, modèle donc tout à fait financier, et puis un autre, quelques jours plus tard, sur le fait que Mittal est habitué finalement à bafouer ses engagements auprès des gouvernements. C'est quoi ce groupe ArcelorMittal ? ArcelorMittal, c'est un groupe qui se construit sur la reprise d'anciens sites que ne veulent plus exploiter les sidérurgistes européens parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont plus profitables ou qu'ils ne sont plus du tout dans leur stratégie de haute valeur ajoutée comme ils l'avaient défini pour résister justement à une concurrence mondiale, qui récupèrent aussi des sites un peu partout, au Kazakhstan, en Roumanie, dans tous les pays de l'Est, au moment de l'effondrement, après la chute du mur, donc qui arrive comme ça et qui fait son empire de bric et de broc, et qui est soutenu par Goldman Sachs. Et à un moment, la banque Goldman Sachs, oui. Et à un moment, Mittal, qui a fait une opération américaine qui lui coûte très très cher et sur lequel Goldman Sachs lui a prêté beaucoup d'argent. Il a d'énormes difficultés en 2005 et Goldman Sachs n'est pas sûr de récupérer l'emprunt et les créances qu'il lui a consenties. Il y en a pour 7 milliards de dollars à l'époque. Et c'est à ce moment-là que Goldman Sachs imagine avec Mittal de fondre sur Arcelor, qui est alors le numéro 1 mondial de la sidérurgie et qui est encore dans une logique très industrielle, très intégrée, et qui, pour eux, je dirais, ils font une faute, ils n'en font même plusieurs, mais ils font une faute, c'est que le cours de bourse, pour eux, c'est vraiment... Ils sortent de 20 ans tous de nationalisation, sous la protection des États, le cours de bourse, ça n'existe pas. Mais c'est des ingénieurs d'abord. Voilà, c'est des ingénieurs. Donc ils laissent... Goldman Sachs a vite fait de ramasser tout le capital et toute autre chose puisqu'ils ne soutiennent pas leur action. Et à partir de ce moment-là, Mittal arrive et on a un groupe donc, qui est Arcelor, un groupe européen qui a fait toute sa stratégie en disant je peux maintenir une sidérurgie européenne parce que je fais de la qualité, de la haute valeur ajoutée, et c'est ça qui fera que je peux exiger un prix différent auprès de mes clients parce qu'il y a un brevet Arcelor. Et de l'autre côté, vous avez, et qui est dans des aciers plats, etc., de l'autre côté, vous avez un sidérurgiste qui est dans des produits de basse qualité, Mittal, qui basse qualité en concurrence mondiale et sur des sites qui sont ou en ex-Europe de l'Est ou
dans les pays émergents, parce qu'il n'est pas tellement en Inde, mais il est beaucoup en Indonésie, etc., et qui lui est complètement dans ce qu'on appelle la commodité, quoi. Le truc où c'est les cours mondiaux qui priment sur tout le reste. Et donc vous êtes, et il est fait, et à partir du moment où il met la main sur la tirelire Arcelor, parce qu'Arcelor c'est un groupe très riche qui a un cash flow absolument abondant à l'époque, il réorganise tout le groupe et il commence à rebattre tous les actifs, il en vend un certain nombre, et il abandonne tous les actifs qu'il avait rachetés en Europe avant Unimetal, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Unimetal est le premier qui sacrifie, et là-dessus il s'intègre, alors il décide de faire une intégration verticale en disant les mines, le charbon, etc., c'est bien plus intéressant que de faire de l'acier. Après l'acier, les hauts fourneaux, je l'ai fait dans les pays émergents, etc., et je les amène par bateau là où il y a mes clients finaux. Sauf que ça ne marche pas du tout. Et surtout, c'est surtout son groupe, il était, après l'EPA de Sir Arcelor, il arrive à se refaire une position financière relativement stable. Il achète au plus haut. Et son groupe, aujourd'hui, moi j'ai des chiffres plus élevés que vous, et encore ils sont de 2001, parce que je pense que la situation s'est détériorée depuis. Son groupe affiche un endettement de 26 milliards, dont 22 milliards d'endettement net. C'est énorme. Et devant lui, il a un mur de dette, puisqu'il a au moins 10 milliards à rembourser dans les 18 mois. Et au moment où il se trouve qu'aussi il y a une récession mondiale, l'acier c'est cyclique et on est dans un effondrement du marché de l'acier en ce moment. On voit bien ce qui se passe dans l'automobile. Quand les immatriculations des constructeurs français tombent de 20%, la consommation d'acier, elle tombe aussi de 22%. Et donc les prix s'effondrent. Donc, et on a devant, et monsieur a raison, les difficultés de Mittal sont devant nous. C'est-à-dire ce qui passe, il est devant un mur de dette, et il ne va plus, il est étranglé, et il ne va plus pouvoir dégager donc la seule solution, c'est je sacrifie tous les actifs, je vends tous les actifs, je fais du cash, et à un moment, on se retrouve, mais ça, monsieur, vous en parlez, on se retrouve exactement dans la situation des Wendel en 1974. En 74-77, les Wendel ont été astucieux et ont séparé les actifs de la sidérurgie de la société capitalistique pure, celle qui reste d'ailleurs aujourd'hui, et les actifs sidérurgiques, les usines avec tous les trucs sales dedans, etc., qui font du bruit, tout ça, hop, ça a été, disons, pris en charge par le contribuable, par l'État. Mais moi, j'ai lu l'article, l'entrevue que Mittal a donnée au Figaro, et c'était dans le Figaro d'hier, où il disait qu'il avait ramené sa dette de 30 milliards de dollars à environ 10 milliards. Alors, où se situe la réalité ? Baguette magique. Oui, bon, ça c'est une chose. Et puis, avant de venir à cette émission, je me suis dit, tiens, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est en abordant la chose par le marché boursier. Parce que moi, je travaille sur l'entreprise, sa pérennité, des choses comme ça, mais regardons un petit peu de l'autre côté. Et je suis allé sur Internet, tout simplement, sur les sites boursiers. Et c'est très intéressant. L'action aujourd'hui, enfin au début d'après-midi, l'action Mittal était en hausse. Là, moi, quand j'ai imprimé une feuille pour garder tous ces chiffres en tête, elle était à 12 680 €. Et on est, pour estimation pour 2012, on est à un BNA, un bénéfice net par action, qui devait être à 0,16, 0,14. J'ai vu 0,16, au moment où j'ai imprimé ma feuille, c'était à 0,14. Donc, euros par action. Mais attention, hein, ça fait des clopinettes comme ça. Mais des actions, chez Mittal, il y en a un gros paquet. Et il nous annonce sur ces sites boursiers, très intéressant, une progression du bénéfice pour 2013. Hein. On passerait de 0,14, 0,16 à 0,70. On est à presque 400% d'augmentation. C'est là où vous avez une incohérence. Parce que Même, on a il y a des chiffres incohérents chez Mittal. Mittal et John Banks. Et classé John Banks. Action pourrie, quoi. Et c'est action pourrie. Et là-dessus, il y a quand même de la spéculation dessus. Vous prenez son rapport annuel, parce qu'il y a pas.
quand vous regardez les chiffres, ce sont les chiffres qui sortent, quoi. Je ne sais pas comment il fait pour ramener son endettement de 30 à 10 milliards, puisque moi j'ai regardé les choses, il n'a pas vendu grand-chose, à moins qu'il ait mis en garantie ses mines, à moins qu'il ait fait des tours de passe-passe financier, ce qui n'est pas exclu. Ça, on peut jouer sur les comptes. On peut jouer sur les ça, comptes. on sait, on peut déplacer. Vous nous déplacer raconterez beaucoup de la choses. suite, Beaucoup de Martine, choses, sur Mediapart bientôt. Donc. Hein Si je peux juste synthétiser en une phrase ce qui vient d'être dit, là, c'est que bon, Mittal, on constate que c'est un colosse au pied d'argile. Au pied d'argile, oui. Il est en train de s'essuyer les pieds sur un paillasson. Et les gens qui sont en dessous du paillasson, je regarde bien la caméra, là, ils doivent se reconnaître. Donc j'espère qu'ils vont réagir. Alors nous, je dirais, on fait volontairement de la provocation parce que je pense qu'une personne, quand on la froisse, quand elle est susceptible, un peu d'orgueil, ben, j'espère qu'ils vont réagir parce que quelque part, c'est quand même dramatique ce qui se passe actuellement. C'est que aujourd'hui, c'est l'argent roi, quoi. Celui-là qui a de l'argent, c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a d'un côté, il y a les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Alors si c'est ça, la justice, si on va aller vers une justice sociale, je pense que le fossé, il est énorme, quoi. Il faudrait peut-être qu'on essaye de resserrer, quoi. D'accord, bah, très bien. Merci à tous. Nous, on va se retrouver tout à l'heure à 20h30 donc sur Mediapart. C'est l'heure à 20h30, donc le grand débat qui sera consacré à l'affaire Cahuzac. On reviendra avec les journalistes de la rédaction de Mediapart sur l'enquête qui fait beaucoup parler en ce moment, mais aussi sur la fraude fiscale avec plusieurs invités, des essayistes, des économistes qui ont travaillé sur ce véritable sport international. Voilà. Merci donc et à tout à l'heure. Merci à vous. Merci.